anticiper les réponses thérapeutiques. Alors vous le savez par Pied-Loin, on va revoir sur la vessie, mais on a des choses tout à fait étonnantes. Je vais prendre d'autres exemples. Quand vous êtes HIV, nous, donc les HIV qui ont des tumeurs, est-ce que vous les mettez sous immunothérapie normalement, ça joue sur les lymphocytes T4 cytotoxiques, là, vous faites un peu n'importe quoi. J'ai un HIV qui est sous trithérapie, une charge virale qui est nulle, il a une tumeur bronchique, métastatique, je le mets ou je ne le mets pas sous immunothérapie? Ou il a un mélanome, ou il a une tumeur, la cellule de Merkel métastatique. Non, ils ne sont pas incluables dans les essais, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui s'occupent de sida qui se disent quand même, bon, le syndrome des précautions, ça va 5 minutes, mais ce malade, il va mourir, là, vite fait, bon, est-ce qu'on le laisse mourir? Bon. Et peut-être que si je regardais ce que je fais, si j'essayais de comprendre, peut-être ça servirait aussi à la science et aux médecins pour demain. Donc ça vient d'être publié, notamment par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, là. Mais il y a eu déjà sur les mélanomes, je crois qu'il y a 7-8 cas un peu publiés. Finalement, je vais vous dire, pour l'instant, ils ont le même taux de réponse, et pour l'instant, ils n'ont pas plus de complications. Et sur un des malades de la Pitié-Salpêtrière, ils ont bien regardé la cinétique. Ils ont regardé la cinétique de la charge virale, l'ARN messager. D'accord? Ils ont regardé les T4, puisque c'est comme ça qu'on faisait avant dans les sida, pour savoir, avec des T4 basses, vous risquiez d'avoir des maladies opportunistes. Hein. Ils ont regardé les T8, cytotoxiques. Et puis ils ont regardé le réservoir viral dans les lymphocytes. Et ça, il suffit d'amplifier l'ADN viral. Alors, on n'est plus dans la réplication virale, mais on regarde quelle est la quantité de virus dans les lymphocytes qui ont encore ce réservoir, puisque vous n'êtes jamais guéri aujourd'hui. Et donc, je vous demande un peu, l'ARN viral dans la circulation, il devient comment quand vous traitez avec un anti-PD-L1 ou anti-PD-1? Il monte un peu, puis il descend, il revient à son état basal, il reste à zéro, quoi, en gros. Donc, vous ne favorisez pas la réplication virale en dehors éventuellement d'un petit effet initial. Quand vous regardez vos T4, vos T8, ça ne bouge pas d'un poil. Et quand vous regardez votre réservoir de virus dans les lymphocytes, il monte ou il descend? Eh bien, il descend. Au titre que même peut-être ça pourrait être un traitement du sida. Donc là où vous aviez un syndrome de précaution en vous disant « Ah non, c'est vachement dangereux, il ne faut pas faire, on ne sait jamais, vous allez les tuer, peut-être que vous allez guérir. » Donc les paradoxes, aujourd'hui, il faut les démonter. C'est-à-dire quand vous avez des paradoxes comme ça, il faut réfléchir, il faut voir, il faut étudier scientifiquement, il ne faut pas avoir que peur. Sinon, avec la peur, on serait encore, nous les Gaulois, à penser, en regardant le ciel, qu'il allait tomber sur la tête. Hein. C'était la grande peur il y a 2000 ans. Hein. D'accord ? Et donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir forcément d'idées préconçues, parce que souvent on se trompe. On se trompe sur les métastases cérébrales, on se trompe sur les HIV, je pourrais vous prendre d'autres exemples où on se trompe aussi. Donc c'est aujourd'hui avec les immunothérapies, ce que je veux vous faire comprendre, et je ne sais pas si c'est pour tous les sida pareil, hein, c'est dans un cas publié, mais j'en sais rien sur le reste. Ça mérite de l'eau. Bon, je passe aux tumeurs de vessie. On va rester simple. Je vais commencer par un traitement adjuvant. Et bravo les Anglais, parce que les Anglais, ils embêtent tout le monde avec le Brexit, ils se mettent toujours dans leur île. Mais quand ils font des études académiques, tout le monde rentre dans l'étude et finalement, ils posent des bonnes questions et ils donnent des réponses. Dans les tumeurs urothéliales du haut appareil, déjà que dans les cancers de vessie, on n'a pas été fichu de faire des études adjuvantes de haut niveau. Je rappellerai que la seule étude de RTC elle s'est arrêtée à 300 malades au lieu d'en inclure 1000 et qu'on n'a pas de données fiables. Eh bien, ils ont été capables d'avoir un essai randomisé avec des données fiables dans des tumeurs de haut appareil. Donc, quand on veut, on peut.
D'accord? Donc, belle étude. Surveillance versus 4 cycles. Gemcitabine, avec le schéma à l'anglaise, c'est toujours un peu... Bon, cisplatine. Donc on réduit toujours les doses à l'anglaise. Hein, c'est un peu 1000, c'est pas 1250. Enfin, on essaie d'être moins toxique. Mais enfin, c'est pas grave. Regardez, survie sans maladie. Donc aujourd'hui, vous saviez que les tumeurs du haut appareil, au lieu d'être à 50% de curabilité, on est 20% de moins. Hein, quand on avait été 3, hein, on est plutôt à 30. Eh bien, il faut faire un adjuvant. Alors nous, on avait fait ça, on en faisait depuis 15 ou 20 ans sans le dire. Hein, parce que quand on a 30%, donc en termes ganglionnaire, on disait, je ne vois pas pourquoi, en haut et en bas, ça ne serait pas pareil. Et en plus, on se posait la question d'irradiation quand il y avait des atteintes ganglionnaires. Et en fait, à la fédération, quand on fait enfin, où j'étudie, quand on fait des enquêtes, entre la moitié et les 3/4 les irradient aussi après. Hein, mais bon, et donc mais c'est possible de gagner en curabilité avec un traitement cisplatine, gemcitabine, vous savez faire. Hein, d'accord? Eh bien, c'est un standard, on peut faire ce standard-là ici. Donc ça, c'est un message, je crois, très important. Vous voyez, la survie sans métastase. C'est un message très fort. Il y a bien un plateau, on gagne, comme on gagnait finalement en néoadjuvant et en adjuvant. Et aujourd'hui, le fait de faire des traitements complémentaires aussi, pour ceux qui ont toujours le doute, même dans ces tumeurs qui sont graves, bien sûr. Alors on va me dire, évidemment, dans les tumeurs de haut appareil, c'est quand même pas tout à fait pareil, puisque beaucoup sont mismatch repair positifs, hein, s'inscrivent dans les Lynch, etc., donc sont plus chimiosensibles, puisque vous avez des remaniements sur les gènes de réparation de l'ADN, sur les monobrins, hein, mais je ne sais pas si ça suffit pour expliquer ça. Moi, à mon avis, moins intéressant, mais néanmoins, les Américains ont fait du forcing, place des anti-angiogéniques dans les cancers de vessie métastatiques, un nouveau anticorps anti-VEGF associé à de la chimiothérapie, du docétaxel en l'occurrence en deuxième ligne métastatique versus du docétaxel, et on a des avantages en survie sans progression. Par contre, pas d'avantage en survie globale. Ça a été enregistré aux États-Unis, ça ne l'est pas en France, à mon avis, ça ne le sera pas en Europe, sans donner comme ça d'avantages en survie globale. Mais c'est une étude de phase 3, elle a été remise à jour cette année à l'ASCO, et donc c'est important. Alors ça, c'est ce que j'ai résumé pour pouvoir discuter de la suite. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 5 molécules qui sont agréées aux États-Unis, que ce soit des anti-PD-1 ou anti-PD-L1. En gros, les taux de réponse, ils sont un petit peu les mêmes. Hein, vous savez, aux alentours, c'est 20% environ, ou 25% des patients qui vont bénéficier de ces traitements. Ce qui pose des problèmes par rapport au coût et par rapport aux 70 ou 80 qui en bénéficient pas. Hein. Mais je crois que le problème, il n'est pas de confronter les molécules les unes aux autres. Je pense qu'on a un effet qui est relativement proche. Alors, est-ce qu'on a des pistes sur les critères d'efficacité? Puisque PD-L1 dans ces populations-là, notamment dans IMvigor, entre ceux qui sont unfit et ceux qui sont fit au platine, on n'a pas les mêmes réponses par rapport à l'expression de PD-L1. On a du mal à comprendre, d'accord, avec les mêmes molécules. Bon, donc il doit y avoir des biais X ou Y sur le seuil, sur l'anticorps utilisé, sur ce qu'on regarde comme population, etc. Mais ce n'est pas clair. Néanmoins, dans ces études, ils ont été plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont été regarder la charge mutationnelle, et puis ils ont été regarder des signatures aussi TGE3 élevées. Ce qui ressort quand même, et c'est un petit peu l'idée que l'on avait, c'est que quand vous avez des charges mutationnelles importantes, c'est-à-dire qui permet à votre système immunitaire de reconnaître de nouveaux antigènes, ou quand vous avez PD-L1 positif, et d'autant plus si vous avez les deux, vous aurez plus de réponses thérapeutiques. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable d'apprécier la charge mutationnelle simplement. Mais peut-être demain, on aura quand même quelques idées sur des mutations plus importantes, peut-être pouvant être reconnues par le système immunitaire. Mais on va vers ça. Hein. Donc c'est l'association des deux marqueurs, vous voyez, est plus importante au point de vue CMT, hein, c'est la charge mutationnelle élevée. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'étude phare, puisque c'est la seule étude de phase 3 qui soit positive, c'est l'étude Keynote,
alors je suis obligé de regarder les numéros parce que c'est compliqué, 0,45, donc c'est une deuxième ligne de traitement, et pambrolizumab versus une des chimiothérapies au choix des médecins participant à l'étude. Donc ça peut être du paclitaxel, du docétaxel ou de la vinfluinine, je pense que ça ne change rien. Et vous savez que cette étude est positive en survie globale, avec aujourd'hui une mise à jour à distance qui confirme les progrès thérapeutiques apportés par le pembrolizumab par rapport à une chimiothérapie. D'accord ? Vous avez bien des avantages en survie globale et vous avez surtout l'amorce d'un plateau qui se fait, donc d'avoir donc des réponses durables pour un certain nombre de patients. Malheureusement, malgré ça, nos autorités de santé, on est les seuls en Europe à ne pas avoir agréé pour des raisons, je dirais, de comparateurs. La vinfluinine, c'est une question d'inscription dans ce qu'on appelle la liste en sus. Nous, on est toujours en train d'inventer des règles compliquées alors qu'on a des données médico-scientifiques. Vous auriez ça dans le poumon, vous agréez, vous auriez ça dans n'importe quelle tumeur, vous agréez, mais parce que le comparateur change dans la vessie, vous agréez. Moi, il faut qu'on m'explique. De temps en temps, donc on est en train de faire une pétition en ce moment au ministère de la Santé. On profite des gilets jaunes. On ne sait jamais, ça peut marcher. On va faire des gilets jaunes médicaux. D'accord ? Mais de temps en temps, il faut un peu forcer la main. Et c'est en situation de faiblesse comme ça, quelquefois, qu'on obtient des choses. Mais là, on a des vrais patients qui bénéficient des traitements. D'accord ? Le pembrolizumab, donc en deuxième ligne, c'est ça la mise à, je dirais, l'actualisation. Vous voyez, à 27 mois de suivi, vous avez l'hazard ratio qui est à 0,70, 0,57, 0,85 entre les deux. Et donc, le nombre d'événements, vous voyez, vous avez quand même beaucoup moins d'événements mortels. Donc, ça, c'est la conclusion. Donc, avec le suivi plus long, confirmation de l'amélioration de la survie globale. Les objectifs secondaires, que ce soit en taux de réponse, en durée de réponse, et quel que soit le statut de PD-L1, vous avez un bénéfice. Donc, vous avez l'AMM aux États-Unis, en Europe et en France. On attend le remboursement. Alors, quel est l'avenir? Puisque là, bon, ça s'est installé en deuxième ligne, mais ça part dans tous les sens dans la vessie. Ça part d'abord dans les premières études en tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, qui sont résistants sur la première BCG thérapie et qui sont combinés justement à la BCG thérapie. Donc on a des tumeurs comme ça, vous voyez, où on commence à faire du pembrolizumab, avec des données assez intéressantes pour l'instant sur les patients même qui rechutent, pour l'instant n'ont pas rechuté de façon invasive. Alors est-ce que ça va se poursuivre? J'en sais rien. C'est des données qui ont été présentées par de Witt à l'ESMO, mais on a un signal quand même pour penser qu'on va pouvoir utiliser ces immunothérapies peut-être dans le but de conserver la vessie tout en guérissant les gens. Et vraisemblablement, on est parti en France sur des combinaisons avec la BCG thérapie au départ sur des formes graves. Donc, ça s'ouvre même à des stades excessivement précoces. Alors pour l'instant, ce ne sont que des signaux, là. Je ne vais pas insister sur les détails, parce qu'on est vraiment dans des données trop préliminaires. Mais regardez les durées de réponse, les patients qui sont, il y a des patients qui sont en RC. Oui, je pense aussi que l'immunothérapie, elle a sans doute des intérêts, pas qu'à des phases tardives. D'accord ? Là, on va être comme dans le poumon. Dans le poumon, vous savez, dans métastatique, les associations pembrolizumab plus chimiothérapie font mieux que pembrolizumab seul, parce que ça évite, en métastatique, d'avoir toute cette première partie de patients qui sont, eux, en échec et qui peuvent proliférer, et pour lesquels le retard à l'utilisation de traitements efficaces peut se traduire par après des pertes de chance en termes de survie. Et qu'aujourd'hui, dans le cancer bronchique, où il n'y a pas une expression majeure de PD-L1, l'association d'une chimiothérapie et d'une immunothérapie semble s'installer. Donc il y a des études qui partent dans la vessie en néoadjuvant, en association.
Pareil en métastatique. On a aujourd'hui des études qui font double immunothérapie, association immunothérapie-chimiothérapie versus chimiothérapie de base de néoadjuvant. C'est en cours avec, je dirais, beaucoup de produits. Donc dans ces études néoadjuvantes, on a ce schéma-là, Pimbro, gemcitabine, cisplate, ça passe bien. C'est-à-dire que l'association de chimiothérapie et d'immunothérapie vraiment passe bien. Donc on a aujourd'hui ces études qui sont en cours. Là aussi, je n'ai pas de données suffisantes pour qu'on insiste sur les résultats de ces études. On va rester seulement dans l'idée, dans les principes de ces études. Il y a l'étude pure qui est en cours actuellement chez Necci en Italie et qui, vous voyez, étudie. Là, par contre, après, il y a de l'adjuvant aussi. Ils font du Pimbro en néoadjuvant, une chimiothérapie forte dose après et la cystectomie. Est-ce que c'est une bonne combinaison là par rapport à ce qu'on a dit sur la radiothérapie tout à l'heure? Peut-être pas. C'est peut-être pas la bonne idée de commencer par l'immuno, mais bon, on verra ça dans le futur. Mais là, on est parti, vous voyez, immuno, chirurgie, chimio et cystectomie. Les T-Checkmate, ça a été rapporté par Rosenberg aussi, de façon très récente, l'ESMO, et c'est des premières associations de double combinaison d'immunothérapie versus une mono-immunothérapie dans les cancers de vessie métastatiques, pré-traités par sel de platine. Vous voyez ce qui ressemble très fort à ce qui a été utilisé dans le mélanome. D'accord? Bon, il n'y a pas de bras ipilimumab seul, mais vous avez nivolumab seul 3 mg kg. Bon, maintenant on utilise une dose unique sur le niveau. Le niveau 3 mg épi 1 mg kg, et l'inverse, c'était un niveau 1 ipilimumab 3. Ça, c'est le descriptif de la population. C'était quand même des patients, vous voyez, plutôt jeunes pour la vessie, 66 ans, donc c'est un biais de sélection. D'accord, on ne rentre pas n'importe quel malade dans ces études. Je rappellerai que normalement, l'âge médian chez nous, au diagnostic de métastase, c'est 72-73 ans. Donc quand vous avez 65-66 ans, vous avez déjà sur ce critère-là un biais de sélection. Mais enfin, comme vous testez quand même des associations morbides, c'est un petit peu normal. D'accord? Bon, beaucoup avaient repris de la chimiothérapie avant. Et puis vous avez ça. Et donc ce qui se dégage, c'est peut-être l'association niveau 1 EPI 3 en termes de survie sans progression. Ça. Mais en survie globale, quand on regarde, on n'est pas avec... c'est pas significatif. Donc, des combinaisons qui sont en train d'apparaître par rapport au niveau seul, vous voyez, ne se dégagent pas des choses très franches en termes de survie globale. Donc, dans la vessie, demain, assumer des toxicités majeures pour un bénéfice, sans doute, on va sans doute conserver des monothérapies. D'accord ? Alors, les taux de réponse, par contre, en fonction de PD-L1, et c'est toujours curieux de voir que avec PD-L1 élevé, vous avez des réponses à l'ipilimumab. Je comprendrais mieux si c'était quand même en anti-PD-1 ou anti-PD-L1, mais enfin bon. Là, vous voyez qu'il y a des populations qui répondent de façon majeure à cette association quand ils expriment PD-L1. Ça, c'est la liste, et elle n'est pas exhaustive, de toutes les associations qu'il y a. Donc aujourd'hui, ça part là aussi dans tous les sens.